Bonjour à tous et bienvenue dans le Club francophone, votre programme consacré aux livres et à la francophonie. Nous allons vous faire voyager depuis les studios de TV Monaco avec ce rayonnement international à travers nos séquences et reportages. Aujourd'hui, on vous emmène au Maroc pour une séquence exceptionnelle depuis le Festival du livre africain de Marrakech. Nous irons dans la Médina avec Christiane Taubira, femme politique et autrice, qui livrera ses impressions sur l'état du monde, et dans les rues autour avec l'écrivaine haïtienne Yannick Lins, récemment couronnée par le Grand Prix de l'Académie française pour son dernier roman. Il y a des maniaques territoriaux qui ont absolument besoin de frontières, qui ont besoin de définir, qui sont paniqués face à l'inconnu. Donc ces gens-là ont besoin effectivement de poser des bornes, de poser des panneaux, de poser des stops par là, de poser des tourner à droite par là et même tourner plus loin qu'à droite. Nous sommes nés dans l'urgence et l'urgence ne nous a jamais quittés. Donc nous avons appris précisément à résister. Et à résister, nous, écrivains, artistes, danseurs, musiciens, en créant de la beauté. Yannick Lins et Christiane Taubira, deux femmes engagées et convaincues que l'on peut changer le monde, notamment via la littérature. Et puis notre club de lecture avec un jeune lecteur lycéen et les pépites des libraires avec Frédéric Flotte de la librairie Charlemagne à Toulon. Et on commence avec un premier invité en plateau. Bonjour Jérôme de Verdière. Bonjour Emmanuel. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes un journaliste et auteur français. Vous avez travaillé notamment pour Canal+, et vous êtes sur Paris Première pour animer la revue de presse. Vous êtes aussi dramaturge et donc écrivain, avec 3 romans publiés, dont celui-ci, Corvette, paru au Cherche Midi. Le sujet est dur, Jérôme. Vous osez aborder comme ça l'euthanasie avec un brin d'humour. Un homme de 60 ans découvre qu'il est atteint d'une maladie incurable, impossible à lire pour un hypocondriaque comme moi, mais pourtant, on va y venir, il se fixe une échéance, l'échéance de sa mort. Ben oui, c'est-à-dire qu'il découvre au hasard d'un jogging, si je puis dire, qu'il est atteint d'une maladie incurable et dégénérative. Et il décide, à la stupeur de ses proches, de sa famille, des gens de son entreprise, etc., de se faire euthanasier. Et le roman, enfin, j'allais dire, commence là, c'est-à-dire qu'il va, à un moment donné, il va prendre la fuite, ouais, il va fuir sa propre décision, en fait, et il va être rattrapé par la patrouille, et puis après, je n'en dis pas plus. Mais comment on fait, Jérôme, pour vivre, pour écrire un livre comme ça, déjà, mais je rassure quand même les téléspectateurs, c'est assez drôle, il y a des moments assez légers. Vous vous en tirez comme ça, parce que franchement, moi, je l'ai bien aimé, ce livre-là, hein, j'avoue, et pourtant, les livres sur la maladie, c'est vraiment pas mon truc. Mais comment fait-on, d'après vous, Jérôme, pour continuer à vivre quand on sait la date de sa mort? J'ai envie de dire, j'ai pas la réponse. Je l'ai cherché. Moi, je pense qu'un écrivain, c'est quelqu'un qui cherche des réponses qu'il ne va jamais trouver en utilisant la fiction, évidemment. Donc, je ne sais pas. Faut lire le livre pour se faire. Mais je crois qu'il y a une phrase. J'aurais pu la mettre. D'ailleurs, j'ai mis une autre phrase de Houellebecq au début du livre en citation. Mais c'est une autre phrase de Houellebecq qui est résolument. D'ailleurs, il est comme moi. Je suis opposé à la loi sur l'euthanasie. Mais, vous êtes opposé à la loi? Ouais, je suis opposé à la loi. Mais... En ayant écrit ce livre-là? Ah ouais, bien sûr, ouais. Je suis opposé à la loi sur l'euthanasie, mais de toute façon, c'est pas du tout un essai sur pour ou contre, c'est absolument pas le problème. Mais Houellebecq, donc, qui est un farouche opposant à cette loi sur l'euthanasie, un jour a dit cette phrase qui paraît, comme souvent avec Houellebecq, au début on se dit c'est évident, et puis en fait c'est beaucoup plus profond et très, très intéressant. Il dit, en fait, je crois que personne ne veut mourir. Et je crois que personne ne veut mourir. Non, la vérité, c'est ça. Ouais. Bon, alors c'est une décision difficile à prendre, hein. On suit, hein, on accompagne votre narrateur, enfin votre personnage comme ça sur la moitié du livre. Et puis à un moment, il a un déclic avec une histoire de claquettes, figurez-vous. C'est ça qui lui fait dire non, c'est pas possible. Son épouse lui offre des chaussures parce qu'il a mal, il a considérablement mal partout, jusqu'aux pieds. Et là, il dit non, je ne finirai pas ma vie en claquettes. Ouais. C'est bien les claquettes. Vous êtes venu comment? Non, je suis. Vous êtes contre les claquettes? Je suis opposé aussi aux claquettes, au port
la opposé à claquette, y compris l'euthanasie avec les et aux chaussettes. claquettes. Mais non, mais parce que ce sont des petites choses en réalité. Moi, je me suis beaucoup intéressé à la question de l'euthanasie. J'ai lu beaucoup de choses, j'ai regardé énormément de documentaires aussi où on suit des gens qui voilà. Et en fait, je me suis aperçu qu'on parle toujours de l'euthanasie en théorie ou en idéologie ou en religion. D'ailleurs, je ne masque pas ces sujets-là, mais en fait, je pense que ce qui compte essentiellement, c'est les petites choses. Bon, il va partir en errance, dans une sorte d'errance, en Écosse, à Saint-Tropez et aussi à Monaco, dans un palace de Monte-Carlo. On ne va pas citer, mais bon, c'est le plus grand. Il vit à fond sans restriction. D'ailleurs, il y a l'épingle du Fairmont qui est en couverture, rendue célèbre par la course de Formule 1. Il vit sa vie, il vit sa meilleure vie à ce moment-là, dans le palace monégasque. On ne sait pas, c'est pareil, il a conscience quand même qu'il fuit, il fuit les siens qu'il aime, hein. Il n'est pas du tout en désamour de sa famille. J'ai essayé de montrer la complexité de l'âme humaine, mais c'est vrai que j'avais envie, parce que d'abord il part en Écosse, c'est plus aride, hein, c'est merveilleux. Il arrive à Monaco. Et après, ensuite il va à Saint-Tropez, puis il arrive à Monaco. Et là, il brûle les deux bouts, en fait, dans tous les sens du terme. Et il y a une scène d'ailleurs qu'on peut raconter vite fait, mais que j'aime bien à Monaco, parce que, qui se passe à Monaco, au bord d'une piscine d'un autre palace d'ailleurs. Et il rencontre un type qui se baigne dans la piscine, qui a l'air d'un playboy italien magnifique, voilà. Et puis en fait, il se trouve qu'il est prêtre, cet curé, homme. Et donc il lui raconte, il lui dit, voilà, je vais me faire euthanasier. Et le prêtre lui dit, mais vous ne croyez pas au miracle ? L'autre lui répond, dans mon cas, il n'y a pas de miracle. Et le prêtre lui dit, mais une société qui ne croit plus au miracle est une société malade. Voilà, un livre assez dur. En tout cas, il y a cette épingle qui va provoquer un choc au lecteur à la fin du roman, mais je n'en dirai pas plus. C'est la dernière phrase. Non, dites pas ça la dernière phrase, parce qu'on va aller en librairie lire la dernière phrase. Pas. Non, c'est dans la dernière partie du livre. Merci Jérôme de Verdière. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau du Club francophone. Corvette est paru aux éditions du Cherche Midi. Bonne chance pour ce nouveau roman, Jérôme. On vous retrouvera tout à l'heure pour un conseil de lecture. À tout à l'heure donc. C'est un événement littéraire qui commence à avoir une renommée mondiale. Le Flamme Festival des littératures africaines de Marrakech dresse des ponts entre tous les pays d'Afrique et même au-delà, du côté des îles de la Caraïbe ou des départements français d'outre-mer. Nous y sommes allés pour tourner une série d'entretiens reportages. Voici le premier épisode avec l'iconoclaste guyanaise Christiane Taubira et la grande écrivaine haïtienne Yannick Lahens au cœur de Marrakech. Bonjour Christiane Taubira, merci beaucoup d'être sur cette estrade avec nous. Qu'est-ce qu'elle porte, la littérature africaine, pour vous ? Alors, je ne sais pas si on peut définir une littérature africaine, parce que le continent est immense, qu'il est varié, qu'il a subi des épisodes historiques qui ont fait que des influences diverses se sont croisées et qu'il y a des mouvements politiques, des mouvements sociologiques, des mouvements culturels qui font remonter des espèces de sédimentation, de couches sédimentaires, aussi bien de la parole, donc de la transmission orale, que de l'écriture, de ce qu'on a appelé à une période dans la Caraïbe de l'oraliture, c'est-à-dire le fait d'écrire une forme d'expression qui a été pendant des siècles une forme orale. Donc pour moi, c'est justement le charme de ce qu'on peut appeler les littératures africaines, c'est leur grande disparité, c'est l'inattendu lorsqu'on tombe sur ces livres-là, aucune certitude, aucune circonscription fermée. Ouvert. Juste, voilà. Tout est ouvert. Juste, voilà, des possibles. Ouais. Faut-il encore parler de littérature occidentale, littérature africaine, littérature créole, peu importe. Tant que c'est littérature. Absolument. Je crois que c'est surtout ça. C'est-à-dire qu'il y a des maniaques territoriaux qui ont absolument besoin de frontières, qui ont besoin de définir, qui sont paniqués face à l'inconnu. Donc ces gens-là ont besoin effectivement de poser des bornes, de poser des panneaux, de poser des stops par là, de poser tourner à droite par là et même tourner plus loin qu'à droite. Baliser le terrain. Donc quoi. voilà. Mais la littérature a le charme d'échapper à tout ça. Le pouvoir des mots, Christiane Taubira, Madame la Ministre,
Vous l'avez utilisé de nombreuses fois, notamment à l'Assemblée nationale. On se souvient tous de votre discours enflammé pour le mariage pour tous, qui a marqué des générations entières, en tout cas une génération entière. Quand vous citez Frantz Fanon comme ça, de mémoire, de tête, ça, vous l'avez en vous. C'était ça votre force politique. C'est encore votre force politique et votre force de citoyenne, non ? En tout cas, c'est une force que je tiens des poètes, des poétesses, des écrivaines et écrivains. Je la tiens de la place que la littérature a toujours occupée dans ma vie depuis que je sais lire, donc depuis 6-7 ans. Une fidélité quotidienne, hein, je lis toutes les nuits. Il y a eu quelques nuits, absolument, je lis toutes les nuits. Ça n'est pas un rituel en tant que soi, mais c'est ritualisé au sens où c'est pas concevable pour moi de commencer à dormir si je n'ai pas lu. Donc, mais ça ne se raisonne pas. Je lis, c'est tout. Je lis. C'est tout entière que je livre mes batailles politiques. La bataille politique, elle fait partie. Voilà, elle fait partie de ma vie. Elle fait partie de la vie. Je ne porte que de grandes causes. Alors, il y a des tas de gens pour porter des petites causes. Ça n'a rien de... C'est un peu prétentieux, ça, Christiane. Non, c'est pas prétentieux. Je peux vivre 1000 vies. Donc, je choisis les vies, comme je ne peux pas les vivre toutes en même temps, je choisis les vies que je vis. Et parmi les vies que je vis, je ne veux que des causes passionnantes. Je ne veux que des causes qui bouleversent. Je ne veux que des causes qui déstabilisent. Voilà. Sinon, je vais me promener à vélo, en chantant, en sifflant et en regardant les fleurs. Vous le faisiez quand vous étiez ministre, ça. Vous n'avez pas Absolument. changé, Christiane Taubira, en tout cas. Un dernier mot sur le monde. Quel est votre regard sur le monde aujourd'hui, vous qui avez été ministre d'État ? Est-ce que les gouvernants qui nous entourent aujourd'hui, les Trump, Poutine, Netanyahou, Meloni et autres, est-ce qu'ils vous font peur ? Quel est votre regard sur ce monde-là ? Alors, on a sous les yeux au moins un génocide, probablement 2, à Gaza et au Soudan. On a des crimes contre l'humanité, on a des bombardements comme ça, décidés unilatéralement. On a des chefs d'État qui estiment n'avoir de compte à rendre à personne. Et ça implose aussi, c'est-à-dire que dans des pays qui étaient des démocraties, on voit surgir l'extrême droite, elle accède au pouvoir par les élections. Donc les gens, en fait, créent leur propre malheur dans leur propre territoire. C'est dans ce monde-là qu'on vit. La littérature, forcément, a une place. Mais plus que la littérature a sa place dans la mesure où elle irrigue le combat politique, dans la mesure où elle le nourrit, dans la mesure où elle l'éclaire, où elle lui permet de comprendre. Donc moi, je n'ai pas peur parce qu'il y a très très longtemps que j'ai évacué la peur. C'était une condition de survie pour moi de ne pas être subordonnée à la peur, de ne pas lui être soumise. Mais par contre, je perçois de l'urgence de comprendre ce monde, de le dire, de le lire, de façon à être capable de le corriger. Parce que notre drame aujourd'hui, c'est pas ces va-t-en-guerre, c'est pas seulement ces va-t-en-guerre. Ce sont pas ces gens qui sont absolument à la tête d'États puissants, avec des armées extravagantes, et qui n'ont aucun état d'âme à bombarder des enfants, des femmes, des civils, etc., des écoles, des hôpitaux, tranquillement, et qui s'en vantent. C'est pas ça notre difficulté. Notre difficulté, c'est l'absence de voix, de grandes voix, de grands gouvernants, de présidents de république dans un pays ou dans un autre, capables de dire non, c'est pas le monde dans lequel nous voulons vivre. Vous allez y retourner, vous, à un moment, oui ou non ? Ah, à quoi ? Aux grandes voix de la politique. On peut élever sa voix dans des champs différents. D'accord. Si vous voulez savoir si j'irai aux élections, Par exemple. de quoi je me mêle. Bon, on va laisser la scène parce qu'il y a quand même un festival. Merci, Christiane Taubira. Au cœur de la Médina, ici à Marrakech, avec Yannick Lahens. Bonjour Yannick. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. On est dans une atmosphère typique du Maroc. Vous êtes une grande écrivaine d'origine haïtienne, grande personnalité de la littérature francophone. Vous avez reçu le prix Femina en 2014 pour Bain de Lune, le grand prix du roman de l'Académie française pour le dernier, Passagère de nuit. Et Patrick Chamoiseau me disait un jour que les Haïtiens ont été abandonnés. Êtes-vous d'accord avec lui ?
En grande partie, oui. Je crois que le fait pour nous d'avoir été matrice et moule des rapports Nord-Sud, c'est le premier pays du Sud, comme je pourrais dire. Nous sommes nés dans l'urgence et l'urgence ne nous a jamais quittés. Donc nous avons appris précisément à résister. Et à résister, nous, écrivains, artistes, danseurs, musiciens, en créant de la beauté. Parce que nous pensons précisément qu'il y a une force extraordinaire à résister par la beauté et par la création. Voilà. Alors ce roman Passagère de nuit, qui a reçu le Grand Prix de l'Académie française, il raconte le destin de deux femmes au XIXe siècle, avec Élisabeth de la Nouvelle-Orléans et Régina, une haïtienne. Toutes les deux sont des résistantes silencieuses. Et on apprend par vous, mais on le savait déjà avec d'autres œuvres, me direz-vous, que le silence, ça peut être un acte de résistance. En tout cas, ça peut être un acte de mise en situation dans une vie compliquée, une façon aussi de se réfugier. Tout à fait. Le silence est même souverain. Le silence est puissant. Quand celui ou celle qui est dominé ne peut pas affronter de façon directe celui ou celle qui l'opprime, cette personne développe une stratégie. Et le silence est une des plus belles stratégies. D'autant plus que quand on est dominé, on est tenu de connaître la culture de celui qui domine ou de celle qui domine. Ça rend plus fort, ça ? Exactement, puisqu'on connaît les deux codes. Oui. Cette puissance-là, qui ne se dit pas, mais ce sont des victoires quotidiennes à bas bruit. Voilà. Victoire à bas bruit. Exact. J'ai déjà entendu ça quelque part. Une certaine Yannick Lins, je crois, un jour à Port-au-Prince. On va aller dans la Médina ? On va poursuivre notre chemin, Yannick Tout à Lins. fait. Yannick Lins, lutter dans la visibilité, comme vous le dites, dans l'affirmation, ce n'est pas donné à tout le monde, ça. Je crois que pour nous, moi qui suis occidentalisée, j'apprends tous les jours comment est-ce que ceux d'en bas, comme on les appelle, arrivent à tenir. Ouais. C'était une manière pour moi de comprendre comment ça se passait. Et puis, surtout pour les femmes, parce que j'aime beaucoup mettre en scène des femmes dans mes livres. Parce que l'histoire des femmes aussi, leur stratégie, leur façon, comment est-ce qu'elles ont résisté, apparaît très peu en littérature. Ouais. On voit ici à Marrakech, Yannick, toutes sortes d'habitants, évidemment. C'est assez marquant d'ailleurs de voir de façon si évidente la misère entourée d'un monde de lumière et d'apparat, surtout dans cette Médina où il y a évidemment beaucoup de touristes. Toutes les classes sont là, les touristes aussi. Et on peut très bien traverser la rue, se retrouver dans la misère totale et avoir juste en face un palace 5-6 étoiles. Oui, et c'est un peu le modèle sur lequel se sont construits les pays qui ont connu la colonisation. Il y a cette espèce de distance très forte économique, sociale, entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas. Ouais. Et je crois que si nous voulons régler les problèmes des pays du Sud, c'est pas seulement en cassant les politiques internationales qui entretiennent cette espèce d'écart inhumain, mais c'est aussi en repensant les politiques locales, qui sont tout aussi responsables. Et je crois que le grand défi, c'est créer du commun. Comment créer du commun? Mais c'est douloureux quand même, c'est dur à voir. Bien sûr. Quand on voit cet homme-là qui est accoudé, alors c'est un hasard, hein, c'est dans la déambulation, mais qui est accoudé à une roue de voiture et tous ces touristes habillés de grandes marques. C'est le défi. Et puis là, il y a un hôtel 4 étoiles. Absolument. Et même des grandes villas, mais c'est le grand défi des pays du Sud. Créer le commun. Ce qui est intéressant, c'est la force quand même de ce que j'appelle la joie. Je vois la dame qui vient me vendre des légumes. Elle a certainement une vie difficile. Ouais. Et quand elle vient, elle a toujours une histoire à me raconter, une histoire drôle. Je lui propose un café et je me rends compte que finalement, c'est une joie qui n'est pas basée sur quelque chose de matériel. Il y a
cette capacité de Mais il y a la autre joie. chose. Et je pense qu'il ne nous faut pas perdre cette autre chose. Puisque cette autre chose, c'est plus que la lutte, c'est l'énergie vitale. Alors c'est facile à dire, Yannick, parce qu'on a des apparats. Vous et moi, bon, on est à la télévision, Absolument, mais absolument. on a passé toute la journée habillés comme ça, Tout à fait. Alors, sans être dans le dénuement tout pour à le coup. fait, tout à fait. Et là, je suis admirative. Je me dis, ça, c'est une force. Ça, c'est une force. Ceux qui arrivent à le faire. Ah oui. On va aller un petit peu plus loin parce que là, il y a beaucoup de bruit. On a beaucoup de touristes, puisqu'on est dans la Médina, à l'entrée de la Médina, ici à Marrakech. Vous avez donné ici au Flammes, au Festival de littérature africaine, une conférence inaugurale, une leçon inaugurale, au cours de laquelle vous avez dit « La presse paresseuse continue à véhiculer les clichés de certains pays Bah oui. ». Elle est Qu'est-ce que vous appelez la presse paresseuse? Celle qui entretient les clichés. Celle qui ne veut pas chercher les explications et les nuances. Parce que nous sommes humains, donc faits de complexité et de nuances. Alors, d'ailleurs, j'ai dit, je continue à habiter à Haïti. Tout ce que ne dit pas la presse paresseuse. Donc, tout ce qui se passe en dehors de la violence qu'on veut seulement, dont on veut seulement parler, on dit que c'est tout Haïti qui est dans la violence, alors que ce n'est pas vrai. C'est souvent des régions particulières. Et géographiquement, on sait pourquoi. Et Haïti est impliqué dans cette violence, mais c'est une violence régionale. Toute la région, parce que c'est un lieu de passage pour toute la pègre et les cartels de l'Amérique latine, enfin, la Colombie, tout ça, des Antilles. C'est aussi un marché pour les fabricants d'armes américains. Donc tout ça est occulté et on ne veut parler que de la violence. Elle serait donc endémique et très sec à Haïti. Et en ce sens, on entretient des clichés. Et c'est ça qui est... Moi, je reste pour montrer que, bon, il y a des gens qui peignent, il y a des ateliers de peinture, il y a des jeunes qui apprennent de la musique classique dans les coins les plus reculés, il y a des festivals de théâtre qui se font dans des lieux les plus improbables, il y a des peintres qui continuent à peindre, et puis voilà. Bon, merci beaucoup Yannick Laas. À moi de vous remercier, c'est un plaisir. Mais un plaisir partagé de se retrouver ici à Marrakech avec vous. Après quelques années où on s'est retrouvés en Haïti. Exactement, on avait fait une émission de radio en Haïti. Tout à fait. Merci Yannick, je vais vous laisser profiter de la Médina qui est juste derrière, ou bien du grand boulevard commerçant de ce côté-là. On va aller par là-bas. Retour en studio à Monaco avec notre club de lecture composé d'un lycéen et d'une libraire pour les pépites des libraires. Jérôme de Verdière, on vous retrouve après avoir parlé de Corvette. Il ne parle plus. Je m'incruste. Corvette, votre livre que l'on a vu tout à l'heure, dont on parlait tout à l'heure. On vous a demandé de nous parler d'un roman, d'un ouvrage qui a marqué votre vie, ou en tout cas un moment de votre vie. Pour moi, c'est le plus grand livre de tous les temps. Selon moi, c'est évidemment très, très subjectif. C'est Uranus de Marcel Aimé. Ah oui. Parce que pour moi, c'est le livre absolu. C'est-à-dire que la condition humaine, c'est pas Malraux, c'est Marcel Aimé dans Uranus. C'est le 3e volet d'une saga qui évoque donc les périodes de la guerre, avant, pendant et après. Et Uranus, justement, s'occupe de l'après. Voilà, et c'est l'anti-manichéisme. C'est-à-dire que, évidemment, Marcel Aimé, en plus avec ce ton, Marcel Aimé, j'allais dire léger, enfin je sais pas, et puis les portraits des personnages sont extraordinaires, et toute l'histoire. Et en réalité, c'est pour montrer que, évidemment, l'être humain est infiniment complexe. Et pourtant, comme dans votre livre, il y a aussi de l'humour dans cet ouvrage, malgré la difficulté. Oui, alors je ne compare pas à Marcel Aimé. Non, mais en tout cas, il y a de l'humour aussi. Bon, merci Jérôme de Verdière pour ce conseil de lecture. Merci à vous. Place au libraire avec l'étonnante Frédéric Flotte de la librairie Charlemagne à Toulon. Bonjour Frédéric. Bonjour. Votre pépite cette semaine, elle rigole tout le temps Frédéric, j'adore ça, j'adore cette ambiance. C'est une enquête policière, pas vraiment comme les autres apparemment. Comme toujours avec vous. Non, c'est le dernier. Non, là c'est très très soft. Hein. Et en même temps, c'est le dernier Olivier Barthes-Cabusson
très beau roman policier historique qui se passe sous Louis XV à Versailles. Intrigue et meurtre à Versailles. Le procès du rhinocéros blanc, parce que ça se passe à la ménagerie, c'est là qu'on retrouve un cadavre. Mais ce rhinocéros blanc a été offert par Louis XV à la Pompadour, elle veut le sauver. Elle va donc faire appel à un moine hérétique et au commissaire aux affaires étranges pour résoudre l'enquête. Avec une écriture classique. Moi, je suis très fan de Bart Cabusson. Ça fait longtemps qu'il n'y avait pas eu une intrigue à Versailles. Voilà. Ça fait longtemps qu'il n'y avait pas eu une intrigue à Versailles, oui c'est vrai, je vous confirme. Il était temps que ça en revienne. Hein. Voilà. On s'ennuie à Versailles, c'est catastrophique en ce moment. Bon, en tout cas, à lire, c'est drôle ou pas, un petit peu? Non, c'est pas drôle, c'est un petit peu coquin, effectivement. Là, on est dans des fêtes à Versailles. Voilà, je n'en dirai pas plus, mais à lire, ah oui, de toute urgence. Les fêtes à Versailles d'avant, hein, parce qu'aujourd'hui, c'est moins coquin. Eh oui, d'avant. Merci Frédéric. Voilà. Merci. Le procès du rhinocéros blanc aux éditions Actes Sud. Merci, je rappelle que vous êtes libraire à Toulon, dans la librairie Charlemagne. À bientôt. Un autre lecteur est avec nous en plateau. Il est lycéen en terminale au lycée François d'Assise Nicolas Barré de Monaco. Et il est déjà venu ici. Bonjour Philippot. Bonjour. Tu as 17 ans. Tout va bien? Tout va bien. Le bac en ce moment, tout est en place. Tout est en place pour l'avenir. l'avenir. Tu as choisi un livre très exigeant, Philippot. Oui, Zadig ou la destinée, donc écrit par Voltaire en 1747. Ouais. L'histoire donc suit les péripéties d'un jeune se nommant Zadig. Il habite en Orient et il a toutes les qualités morales que l'on peut chercher chez un individu. Il est très drôle, il a une droiture morale qui est quand même incroyable. Il est beau, il est vertueux, il est intelligent, mais la destinée est injuste envers lui. C'est-à-dire que le roman commence avec sa première péripétie, il perd sa femme. Il se remet avec une autre, il la perd elle aussi. Il va ensuite devenir le bras droit d'un roi et finira dans un donjon, donc dans les cachots. Donc tout va mal, tout ce qui va mal, qui peut aller mal, va aller mal. Mais à la fin, il finira par rencontrer un sage, qui est en réalité un ange, il va le découvrir plus tard, qui lui donne des conseils sur la destinée en soi. Il lui explique qu'elle est imprévisible, il ne peut pas savoir ce qui se passera, mais il doit être fidèle à lui-même, fidèle à ses caractéristiques humaines, à tout ce qui est son humanité. Et il finira donc avec un dénouement qui, bien sûr, est heureux. Il va se marier avec la femme du roi qui est décédé et va le remplacer. Il va devenir donc le roi de Babylone. Bon, incroyable. Non, mais il a des choix incroyables. Parce que la dernière fois que tu es venu, c'était la princesse de Clèves, oui. Oui, c'est ça. La princesse de Clèves. C'est au lycée, enfin au collège que tu l'as découvert Je crois que c'est au programme, mais je l'avais découvert avant. Oui, il lit plein de livres. Oui, non, tout va bien. Mais je crois que surtout ce qu'il faut dire, c'est qu'avec Philippot, on sait qui va dominer le monde. Tout à l'heure, j'ai dit dans 15 ans, mais je pense que c'est dans 2 ans. Ce sera notre patron. Voilà. On sera stagiaire. Hein, Philippot, là, c'est lui. Sachez, mesdames et messieurs, que vous voyez le futur patron du monde. À peu près. Et pas le journal, hein, le monde entier. Et des médias, évidemment. Bon, c'est un conte philosophique, hein, Philippot. Un conte philosophique qui a d'ailleurs été inspiré par un conte persan, je ne sais pas si tu sais ça, qui est nommé « Voyage et aventure des 3 princes de Serendip ». Et il en a fait une histoire beaucoup plus contemporaine, en tout cas de son époque, Voltaire, en 1747, effectivement. Bravo Philippot. Merci. Tu savais pas ça, hein. Bon, bonne chance pour le bac. Hein. Merci beaucoup Philippot. Je rappelle que tu es en terminale au lycée Nicolas Barré. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci Jérôme de Verdière pour la co-animation. Merci de nous avoir suivis. Cette émission vit aussi sur Internet, sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Faites passer le message. Merci à toute la formidable équipe qui m'accompagne. Bonne semaine ou bon week-end à vous tous. À la semaine prochaine.